Bonjour à toutes et à tous, c'est Carlito Johnson pour le radar de l'UFC et on va analyser ensemble la carte entière, tous les combats de cette UFC Fight Night Adesanya contre Imavov, premier UFC en Arabie Saoudite de l'année 2025. Là, on va avoir surtout des combattants qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qu'on va très peu combattre, là, qui vont être de retour. Alors, on attendra de voir dans quelles conditions ils reviennent, voir dans quelle forme ils reviennent. Alors bien sûr, il y a des changements sur la carte, comme d'habitude avec l'UFC, on ne sait jamais trop, il y a toujours des combattants qui se blessent, qui se retirent, des remplacements. Donc là, il risque encore peut-être d'y en avoir après l'enregistrement de ce podcast, on verra. Alors l'événement aura lieu dans la nuit du samedi 1er février au dimanche 2, et ça correspond en France pour le début de la carte préliminaire, ça devrait commencer vers 15h ici, samedi après-midi. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite l'analyse. Je commence avec Pogs contre Abdelwahab en poids lourd. Un combat avec quelques coïncidences. On va en parler. Parce que Pogs, son dernier combat c'était il y a 1 an contre Peterson, qui est prévu sur la même carte également. Et le main event à ce moment-là c'était Nassourdine Imavov. Et là, ce sera également le cas. Alors, c'est pas une coïncidence folle, puisque ça arrive régulièrement que les combattants se retrouvent d'une carte à l'autre. Mais voilà, c'était juste pour le dire. Cette fois-ci, il sera contre Abdelwahab Hamdi, donc égyptien, qui est lui, alors si ce nom vous dit rien, c'est normal, il a fait qu'un seul combat à l'UFC, c'était en 2022. Depuis, il y a eu un combat annulé, donc voilà, et puis un combat à la DXC, que voilà, alors là, il revient. Ce dernier combat, lui, c'était contre Meyes, qu'il avait gagné par split, même si bon, moi je voyais pas trop de split, je voyais qu'il y a quand même un premier et dernier round pour lui. Bon, Abdelwahab, c'est quand même un contreur, très bon contreur, donc contreur dans le sens, de toute façon, il attend que l'adversaire frappe, et il se met un petit pas sur le côté, et puis un petit crochet, voilà, ça passe. Un peu trop en fait, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, être un peu trop patient, attendre que l'adversaire frappe pour le contrer, des moments on a l'impression qu'il est complètement inactif, quoi, il attend, et voilà. Sinon, très bon grappleur. Il a fait une compète en ADXC, ce qui n'est pas non plus très commun chez les poids lourds en MMA. Donc très bon grappleur, c'est simple, une fois que c'est bloqué contre la cage, ça va être un crochet de jambe, amené au sol. Derrière, on va essayer de grand and pound, on va vraiment bien maintenir au sol, et c'est passer à demi-garde, mais de toute façon, ça reste sur le bord de la cage, donc surtout pour frapper. Sensible au middle, donc là on va repasser sur Pogs. Effectivement, Pogs peut envoyer des middle kicks, mais Pogs en fait son point fort ça va être ses frappes très vives en ligne, que ce soit son bras arrière ou son jab, et en changeant en fait, c'est soit jab, double jab, soit juste le bras arrière, soit donc c'est 1-2, 2-1, 1-1-2. Donc il fait pas mal de changements là-dessus. Il envoie des crochets quand il est plus ou moins acculé, quoi, quand il est un peu sur le reculoir, mais voilà, il est censé avoir une ceinture noire de JJB. Je suis pas convaincu de son niveau en grappling. Il avait gagné 2 fois les Dana White Contender Series pour finalement arriver à l'UFC. Il était quand même léger underdog quand il a combattu contre Peterson. Il a remporté le combat. Même si le dernier round était très serré, c'est vrai que quand même pas facile à scorer. Il est quand même assez gras, on va pas se mentir. Il se mange les crochets en contre. C'est ça le truc, c'est que s'il va attaquer en ligne, Abdelwahab, il va pas de côté et le contrer. Mais ceci dit, il est quand même très rapide quand il frappe. Ses frappes sont quand même très vives. En termes de cardio, Abdelwahab, il tient quand même sur les 3 rounds, il faut le dire. C'est vraiment, bon, après il lutte quand même pas mal, donc on sent que la fin du dernier round c'est compliqué. Là où Pogs, pareil, hein, on est dans le même cas de figure, enfin même avant, quoi, j'ai envie de dire au 2e round, on l'a vu contre Peterson que déjà il commençait à être un peu pâteau, beaucoup moins réactif, le cardio était plus là, quoi. Ça va être surtout du côté d'Abdelwahab que je vois la victoire, au moins dans la prédiction à 60%. Alors pour la petite anecdote, effectivement, Abdelwahab a eu l'opportunité d'entrer à l'UFC. Comme souvent dans ce genre de situation, il manque un combattant, donc on le propose à un combattant. Donc Abdelwahab accepte le combat en très short notice. Malheureusement, il savait pas qu'il allait combattre aussi vite et tout ça, donc
au test antidopage, il s'avère qu'il avait des produits qui n'étaient pas autorisés par l'USADA, ce qui vaudra effectivement une suspension par la suite. Donc ça explique le no contest pour cette split qu'il avait gagné. Et ensuite, ça s'explique que pendant un certain temps, il n'est pas combattu par la suite. Bon, ça explique pas pourquoi il n'a pas combattu depuis l'UFC, mais voilà, il s'avère que maintenant l'USADA n'est plus là et Abdel Wahab revient. Peut-être une coïncidence, je sais pas, on va voir. Donc non, là je pense qu'on va vraiment arriver sur un 60-40 en faveur d'Abdel Wahab. Au niveau des enjeux, par contre, Abdel Wahab se maintient dans le roster, Pogs va se maintenir dans le roster, point barre, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas sur du haut niveau dans la catégorie qui a du mal à avoir un niveau quand même correct. Donc pas trop d'enjeux. Alors on va partir sur Bolaji Oki contre Al-Selwadi. Ça devait être Levitt qui devait combattre contre Al-Selwadi. Finalement, Levitt s'est retiré du combat. J'ai pas regardé, peut-être que c'était une blessure, faudrait que je vérifie. Bolaji Oki, le Belge, donc qui le remplace. Il avait combattu à l'UFC Paris récemment contre Chris Duncan. Avant son combat contre Chris Duncan, il était sur 9 victoires consécutives. Malheureusement, ça s'est arrêté cette série avec Chris Duncan qui saute sur une opportunité pour placer une guillotine qui a achevé Bolaji. Alors qu'il se débrouillait très bien sur le combat pour l'instant, c'est vrai que debout, il a montré de très belles choses face à Duncan. Duncan devait être un bon kickboxer quand même, mais là, surpris par la boxe de Bolaji. Une boxe assez technique, surtout avec son bras droit, qui peut faire très mal, les crochets, et aussi un style assez... qui ne recule pas en ligne en fait, il va faire un pas de côté en slip and counter, ce qui peut être très dangereux effectivement pour ses adversaires. Donc il vient des Dynamite Contender Series, donc là ça sera son 3e combat à l'UFC. Le combat précédent c'était contre Timmy Kwamba. Contre Timmy Kwamba, est-ce qu'on a quelque chose de particulier à noter? Il travaillait plus sur les 1-2, d'envoyer toujours son bras droit, mais cette fois-ci juste après on va renvoyer un calf. Il avait également montré un très bon jab, de très bonnes feintes, bonne défense de takedown aussi, et des body shots. Par contre, voilà, après au niveau de sa posture, moi il me semblait pas serein, c'était son premier combat à l'UFC, bon, il se donnait un air un peu vilain à l'entrée. Une fois dans la cage, il était ancré, menaçant, prédateur, et il me faisait un peu de provoque. Alors c'est une victoire par split, même si moi je le vois gagner le premier et le 3e round sans ambiguïté. Bon, admettons. Par contre au sol, voilà, c'est un peu compliqué, hein. Il se fait renverser, il se fait sweep. D'autres soucis, c'est que certes il y a de bons jabs, mais c'est un timing où il se prend également les jabs adverses. Attention là-dessus. J'avais noté à ce moment-là. J'ai pas vérifié depuis si ça a été corrigé avec le combat contre Chris Duncan, mais sur les feintes adverses, il laissait quand même pas mal son profil gauche à découvert. Et ça va être peut-être une ouverture pour Al-Selwadi, parce qu'Al-Selwadi aussi, il a un très bon crochet du droit. Faut vraiment le souligner. Il est très mobile, il switch. Son crochet, donc il envoie de toute façon à portée, sinon en contre. Il se déplace tout le temps très rapidement vers la droite. C'était son combat contre Radzhabov en référence. Il envoie pas mal de kicks, dont des spin kicks également. Gros physique, Al-Selwadi, quand il a fait son combat contre Radzhabov, on disait oula, c'est peut-être un physique de welter, mais c'est pas rare dans la catégorie des lightweight d'avoir des gros physiques. Il nous a montré un très bon double leg, vraiment très joli. Par contre, j'ai pas trouvé extraordinaire au sol derrière. Sachant que au sol, je pense qu'il y a intérêt à peut-être travailler quelque chose là-dessus contre Oki Bolaji. Je ne trouve pas Oki Bolaji si fort que ça. Après, c'est une KT très compétitive. Je l'attends pas non plus pour l'instant à un très haut niveau. Je pense qu'il faut encore qu'il améliore pas mal de choses. De son côté, Al-Selwadi, donc on l'a pas vu très souvent dans la cage, puisque il est entré au Dynamite Contender Series en 2023. Il avait fait donc un combat contre Loïc Radzhabov en 2024. Et depuis, donc, rien. Donc, ça va être seulement son 2e combat à l'UFC. Mais il faut noter, et ça va être important, qu'à côté de ça, il combat à la DXC. Juste le résultat, effectivement, il a battu au premier ADXC Islam Reda, le zombie égyptien, comme il s'appelle. Pourquoi pas, c'était en 2023. Par contre, après son combat contre Radzhabov, dont je doutais de son niveau au sol, de Al-Selwadi, Al-Selwadi a fait un combat contre Amin Ayoub, donc sûrement que vous avez entendu parler. Amin Ayoub,
grand combattant français. Et il a battu donc Amin Ayoub à la décision, encore une fois. Ce qui laisse présager que vraiment il fait un gros travail sur son sol et sur sa lutte. Le grappling, je pense, là sera l'avantage d'Al-Selwadi, sachant qu'en plus, Okiboulaji a perdu par soumission son dernier combat à l'UFC Paris là. Donc c'est assez particulier là au niveau de la prédiction parce que Al-Selwadi, seul palmarès à l'UFC, c'est juste une défaite. C'était il y a un an. Voilà, donc j'ai du mal un peu à me positionner parce que j'ai l'impression de manquer d'informations. Il y a trop de zones de flou dans ce match-up. Je partirais quand même par un Al-Selwadi, peut-être par soumission sur ce combat, on va dire à 10%, et puis après le reste, un 40% de décision Al-Selwadi, et en face on a un Boulaji Oki peut-être par KO 10% et 40% Boulaji Oki par décision. Donc vous voyez, on reste sur un 50-50. Pourquoi je parle de Boulaji Oki par KO? Alors la défaite effectivement de Al-Selwadi, je ne l'ai pas dit, en fait ça partait, donc c'est le début du troisième round contre Radzhabov, ça partait en fait d'un crochet du droit. Et comme je l'ai souligné, effectivement, Boulaji Oki a un très bon bras droit. Et ce bras droit, qui peut placer en contre notamment, pourra faire très mal à Al-Selwadi. Ensuite, on va avoir Grad Bogdan contre Lucas Alexander. Ça va être l'heure du test, non pas pour Grad Bogdan, mais pour Lucas Alexander. C'est assez bizarre à dire, mais c'est vrai que Lucas Alexander, qui partait grand favori contre Saraji, j'ai pas envie d'écorcher son nom, je vais revérifier, Saraji, et qui s'est fait mettre KO. Ouais, bon, j'ai envie de dire, là, on va repartir à peu près sur un profil un peu similaire, c'est-à-dire que Grad Bogdan, il va y aller à la bagarre. C'est bagarre de toute façon, hein, Grad Bogdan. Et on va voir si Lucas Alexander aura une réponse, parce que s'il s'est fait mettre KO par un Saraji, là, Grad Bogdan, il risque de l'avoir également. Il est pas mauvais, on l'a vu envoyer des bons calfs, Alexander. Mais voilà, ça va être la grande question. Est-ce qu'il va réussir à... Est-ce qu'il a appris, entre-temps, à maîtriser un adversaire bagarreur? Ça fait quand même plus d'1 an, ce combat. À l'époque, il avait raté la pesée, en plus. Non, vraiment pas fou. J'ai pas le contexte, hein, s'il faut, en fait, je dis ça, mais s'il faut, il avait des circonstances atténuantes, on va dire. Voilà. Grant Bogdan, de son côté, bon alors, il a perdu Dana White Contender Series en 2023 contre Tom Nolan. Je sais pas si c'était en lightweight ou en featherweight, toute cette histoire dans son parcours. En tout cas, ce sera en featherweight, le combat. De toute façon, je pense qu'il va intégrer le roster en featherweight. Là, il vient de réussir son deuxième passage de Dana White Contender Series l'été dernier, contre Michael Aswell. Un combat très compétitif. Dana White a salué le combat. C'était vraiment ce qu'il avait envie de voir de toute façon. Je pense que c'est ce que Dana White veut voir, hein, des bagarreurs, la bagarre dans la cage. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien, mais sauf qu'il manquait d'impact. Il est durable, hein, parce qu'il prenait des coups et il continuait. Même si on sentait qu'à la fin du troisième round, là, forcément, à force de donner autant, le cardio chutait. Donc c'est de la bagarre, donc c'est pour eux, il n'y a pas de responsabilité défensive du côté de Grad Bogdan, c'est moi ce qui me pose problème. Ça va pour entrer dans le roster, après pour grimper les échelons, ça va être un peu plus difficile. Lucas Alexander, je crois que ça peut encore le faire, mais par contre après, il va falloir, peut-être que déjà, une fois qu'il sera dans le roster, il va commencer à montrer un autre jeu que celui-là. Il est donc sensible à tout ce qui est contre, aux remises, au body shot aussi. Lui-même est capable de contrer, capable d'envoyer des bons high kicks. Peut être un peu hésitant à certains moments. Au niveau de la lutte, ouais, les single legs, ouais, je suis pas fan, quoi. Il va renvoyer les takedowns, mais après, il n'y a pas de suite, en fait. C'est juste un takedown, l'adversaire se relève, point barre, quoi. Pour l'instant, je prédis pas un grand avenir à Grad Bogdan dans l'organisation, même si effectivement c'est le profil qu'apprécie Dana White, donc il va être un petit peu chouchouté. Mais là, contre Lucas Alexander,
s'il gagne, moi ça me prouvera rien de plus. De son côté, Lucas Alexander, c'est plus de son côté, voilà. C'est pour ça que je dis ça au début. J'attends une réponse. Est-ce qu'il est capable de gérer un bagarreur en face et de développer son jeu derrière? Donc voilà, 60% pour Greg Bogdan au niveau de ma prédiction par KO. Pour la suite, alors assez intéressant puisque ça va être Bueno Silva Meira contre Jasmine Jasudavicius. Intéressant parce que c'est le premier combat de l'UFC féminin donc en Arabie Saoudite. Intéressant parce que Vicious combat d'habitude en flyweight et là va combattre en bantam contre Bueno Silva. Je ne sais pas pourquoi, parce que Vicious n'a pas de problème de pesée, moi à ma connaissance, en flyweight. Donc je vois pas pourquoi montrer en bantam. Ce qu'il y a aussi de particulier, c'est que le combat n'était pas annoncé à la base, donc là je pense qu'elles vont avoir... elles ont dû être prévenues plus tôt, mais nous on a eu l'annonce 3 semaines avant l'event. Donc voilà, donc autre chose, dernière chose assez rigolote, c'est que Bueno Silva, son dernier combat, a été arrêté parce que s'était complètement ouverte l'arcade sur une phase de Grand Pound de Chiasson. Et le dernier combat de Vicious, c'était la moitié du combat, c'était du Grand Pound bien sale sur Lipski. Qu'est-ce qu'on va dire sur ce combat? On va parler de Bueno Silva déjà. On va commencer par Vicious. Alors j'appelle Vicious Jasmine Jasudavicius. Parce que je la trouve un peu vicieuse sur certains points. Des fois, elle triche un peu avec le règlement quand elle peut, donc voilà. J'ai pas trop apprécié ça dans ses combats précédents. Bon là, ça va, elle a l'air de s'être calmée. En plus, elle est rentrée dans le top 15 flyweight, elle est bien. Puis elle a prouvé effectivement qu'elle avait un très bon niveau. En JJB. Debout, c'était pas ça, on l'a vu encore dans son dernier combat. Niveau lutte et sol, alors elle avait la réputation de mettre une pression monstre en lutte, mais là sur son dernier combat, c'est surtout l'opportunité sur les kicks et les erreurs de Lipski, on va dire, debout, de l'amener au sol. Pourtant, Lipski avait la réputation d'être très solide sur sa défense de takedown au point de elle-même amener au sol ses adversaires qui cherchaient à l'y amener et ainsi trouver une position dominante, mais une fois que Vicious a amené au sol, c'est très difficile de s'en sortir, impossible de scramble parce que Vicious maintient extrêmement bien au sol grâce à son travail sur les jambes, et la position des jambes. Et donc même si l'adversaire tente de tourner un peu son buste, elle ne pourra pas retourner le reste de son corps, donc elle est complètement bloquée et surtout, donc, ce travail de Grand Pound de Vicious en continu, qui ne s'arrête jamais. Demi-garde, crucifie des fois, chercher la monte, mais elle va pas insister. Le principal pour elle, quelle que soit la transition qu'elle va chercher, c'est de toujours faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas scramble ou se sortir de cette position en dessous. Même si elle crée un moindre espace, ça sera à son avantage à elle, puisqu'elle va frapper et l'adversaire ne pourra pas faire grand-chose. C'est assez impressionnant. Elle a gagné donc là-dessus son dernier combat. Enfin non, pas là-dessus. Disons que une fois que elle a laissé un peu d'espace, c'était pour aller chercher la Darkstroke. Tout de suite, c'était immédiat. Forcément, à force de se faire frapper, on s'attend pas non plus à... On se protège plutôt contre les frappes plutôt que contre une soumission. Et c'est déjà trop tard parce qu'elle verrouille tout de suite. C'est immédiat, c'est bien engagé, c'est verrouillé, c'est fini. C'était encore une victoire par Darkstroke. C'était pas la... Elle en avait une pas longtemps avant, si je me souviens bien. Jasmine Jasudavicius. Je vais regarder là vite fait. C'était contre Priscilla Cachoeira. Janvier, il y a un an. Ensuite, du côté de Bueno Silva, donc ce qui va être intéressant là, c'est que elle aussi un solide JJB capable de travailler effectivement encore une fois sur les membres inférieurs pour bloquer son adversaire. Donc là, ça va se jouer entre les deux, ça va être très intéressant à regarder. Savoir qu'elle est capable de soumettre son adversaire même si elle est en position en dessous. C'était le cas contre Egger. Par contre, alors bon, c'est le problème au niveau de la lutte, c'est que on a vu contre Pennington une bonne défense de clinch, vraiment contre Pennington, limite voilà, une défense parfaite. Par contre, elle n'a pas de défense debout en striking, elle se faisait frapper, elle encaissait tout pleine poire, bon. Mais c'est pas le jeu de toute façon de Vicious, Vicious debout va pas amener grand chose, ça va être vraiment de la lutte et du sol. Par contre, effectivement, dès qu'elle va elle être en clinch,
à l'offensive. Elle se débrouille très mal, elle se fait renverser. C'était contre Pennington, c'était contre Chiasson, voilà. Certes, c'est plutôt pour bloquer l'adversaire, mais elle s'en sort très mal. Alors que défensivement, ça va quoi. Elle peut gérer. Le souci, ça va être ses kicks. Alors, elle fait pas mal de kicks, même quand l'adversaire est acculé à la cage, elle va faire des spin kicks. On l'a vu contre Landsberg. On l'a revu, je crois, contre Chiasson également. Et ses kicks, c'était là-dessus que Vicious a engagé les amener au sol direct. C'était vraiment direct automatique contre Lipski. Donc, il se peut que ce soit la même chose ici. La différence qu'il va y avoir entre les deux sur ces phases de lutte et de sol, en fait, en général, ça va être la puissance de Bueno Silva, qui a l'habitude de combattre en bantam, alors que Vicious combat en flyweight. Bueno Silva risque d'être plus massive, donc elle va avoir un déficit de puissance, Vicious, dans cette situation. Et ensuite, concernant Bueno Silva, ce que je peux dire en dernier, c'est qu'elle est très provocatrice, mais sans raison en fait. Je comprends pas parce qu'elle propose rien en fait derrière, donc elle provoque. Il y a même des situations où contre Pennington où on voyait qu'elle n'avait pas du tout une préparation à la hauteur du défi pour la ceinture, alors que Pennington, elle, j'ai envie de dire, elle s'était révélée parce que les 2 combats qu'elle avait fait avant étaient pas d'un niveau top, genre c'était pas vraiment le niveau de championne, alors que contre Bueno Silva, certes, on n'est pas non plus sur un extrêmement bon niveau, mais je trouvais que Pennington, elle m'avait bluffé par le fait qu'en fait, elle peut proposer quelque chose de très intéressant dans tout le combat, et sauf que Bueno Silva, ça lui a pas plu, elle était en train d'hurler tout seul à Interrand, son staff ne la gérait plus, enfin, je sais que Vicious, elle a un côté un peu, elle aussi, très peu, mais provocatrice, mais elle est vraiment, je trouve, quand même concentrée sur son combat. Qu'est-ce que ça va nous donner au niveau des prédictions ? Mais je sais pas en fait. C'est cet écart de puissance qu'on risque de retrouver qui me dérange un peu parce que sinon à puissance égale, Vicious forcément elle a l'avantage. Ça va être un très bon combat, je pense, au sol à regarder. Je pense que va se faire amener au sol sur se faire prendre par surprise, on l'a vu contre Chiasson, hein, elle a été surprise par l'explosivité d'un coup, Chiasson qui l'amène au sol, en la faisant basculer, c'est ce qui va se passer, et c'est toute la défense au sol et comment ça va être amené au sol, sachant que Bueno Silva ne montrera pas des signes de peur ou de doute pendant les 2-3 premières secondes où elle va arriver au sol, là où Lipski, c'est ce qu'on a ressenti en la voyant, peut-être la culpabilité d'avoir fait une erreur, et ça dit merde, j'ai fait une bombe, j'aurais pas dû envoyer ce kick, et voilà, ça se retourne contre moi, et c'est trop tard une fois que les 3-4 premières secondes sont arrivées. Vicious a tout de suite pris les bonnes positions pour empêcher après Lipski de bouger. Là, ce sera pas forcément le cas, ça va se jouer sur ces petits timings là, mais est-ce qu'elle va réussir là à maintenir Bueno Silva au sol aussi bien qu'elle a fait contre Lipski ? Vicious, je ne sais pas, je pense que oui. Je ne sais pas s'il va y avoir une soumission, parce qu'elle a quand même un excellent JJB, Bueno Silva. Là. À l'usure, je pense pas qu'elle peut l'avoir non plus. Je dirais une victoire. Et pourquoi pas quand même une victoire de Vicious à la décision 55%. Sinon 45% Bueno Silva à la décision. Mais Bueno Silva, elle va revenir remonter quand même. Elle est sur 2 défaites. Il ne faudra pas la sous-estimer là sur ce match-up. Je pense que Vicious, après Vicious contre des bonnes combattantes, elle a eu du mal quand même. Hein. J'ai envie de dire, ses défaites, c'est Tracy Cortez, Natalia Silva. Une fois qu'on arrive dans le top 10 des KT, ça devient un peu plus compliqué. Est-ce qu'elle va vraiment y arriver là contre une Bueno Silva qui est en perte dans les classements, en chute dans les classements? À voir. Je reste quand même sur cette prédiction-là. On passe chez Lightweight avec l'affrontement entre Ziam et Mike Davis. Ça, j'aime pas, c'est une collision, quoi. C'est des collisions. C'est-à-dire que là, ces 2 combattants, on attendait de voir arriver au top 15, affronter le top 15. Et avant d'arriver dans le top 15, et voilà, dans l'entonnoir qui s'affrontent entre eux, ces 2 bons prospects. C'était le cas, par exemple, prenez Brian Battle contre Kevin Jousset. Il y a un an, on se disait, bon, il va arriver dans le top 15 à la fin de l'année, et septembre,
les deux s'affrontent et forcément il y a un perdant. Là, ça va être le cas entre Ziam et Davis. Alors bien sûr, on va dire, surprend comme ça, il y a quelques temps, je me serais dit, ouais, Mike Davis, quand même, les chances pour qu'il soumette Ziam, on va dire 15%, puis après, ce serait de la décision, 50-50, voilà. Ouais, sauf que Ziam, excellent quoi, que dire. Jeune, il apprend, il est discipliné, fait du bon taf, il est confiant comme c'est pas permis, puis pas dans le mauvais sens du terme, vraiment justement discipliné, concentré, très fort. Puis alors on a vu, parce que je disais ça parce que Mike Davis, effectivement, moi, ce qui me faisait peur, c'est toujours ces tentatives de soumission, mais là, Ziam, il a montré à quel point il s'en sortait très bien sur ses défenses. Il montre un niveau, mais c'est lié aussi, je pense, à l'équipe, à tout ça qu'il y a derrière, un excellent travail et excellente performance. Dans la cage, l'exécution est nickel. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est pour moi, son combat contre Frévola, c'était... je pense que je dis pour moi, mais pour beaucoup, je pense que c'était vraiment le show, quoi. Et surtout, en plus, c'est pas ça, il n'y a pas que ça, c'est que c'est déjà ce qu'il a montré. Non seulement c'était vraiment un très très bon niveau, mais que c'était, j'ai envie de dire, limite le minimum de ce qu'il pouvait montrer. J'ai l'impression qu'il y a encore plein d'autres choses qu'il peut montrer. Je parie sur lui cette année pour encore faire des merveilles. Je pense que justement lui va intégrer le top 15 à la fin de l'année. Je suis vraiment confiant sur ce que j'ai vu. Mike Davis, ça va être compliqué pour lui. Là, je pense vraiment qu'on est sur un 60-40 pour Ziam. Mike Davis, je trouve que c'est vraiment un danger pour on va dire le top 25 de la KT. Il faut bien être conscient. Alors là, effectivement, s'il n'a pas combattu depuis l'an dernier, c'est parce qu'il y avait une blessure, donc il est de retour de blessure. Mais pour son retour, je pense qu'il aurait été plus judicieux au niveau du matchmaking de le mettre face à quelqu'un comme Chase Hooper. Ça aurait donné un très bon combat au sol, en grappling, et puis s'il voulait prendre l'avantage debout, en striking, il aurait pu. Pour moi, ça me semble difficile pour Mike Davis de revenir face à un combattant qui est autant porté en ce moment que Faresiam. Mike Davis, qui avait battu Borchev, c'était en 2022, qui n'a pas combattu en 2023, qui a finalement battu Nathan Levy il y a presque un an, c'était en mars 2024. Je trouve pas que Nathan Levy soit au niveau de compétition. Borchev, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Je trouve que Borchev, c'est un bon niveau. On est vraiment chez Lightweight, c'est déjà pas mal. Le niveau de Borchev. Comparé à l'adversité qu'a eu Faresiam, je sais pas. Moi, je trouve que l'opposition était quand même plus dure du côté de Faresiam. Il s'en est très bien sorti. Maintenant, Mike Davis, voilà, quand je dis qu'il est dangereux, faut pas le sous-estimer. Très bon debout. Je pense qu'il est quand même sensible au kick, sauf les high kicks. Donc attention, ne pas trop envoyer les high kicks. Mais c'est être au sol. On l'a vu là contre Levy, mais ouais, pareil, Levy, j'ai pas trouvé qu'il avait une super défense au sol. Mike Davis verrouille très bien au niveau du corps. Il n'envoie pas trop de frappes, quelques coudes quand il est au sol. Il va chercher les soumissions, différents types de soumissions, beaucoup. Mais il va pas forcément très bien les engager. Donc je suis un peu sur mes réserves là-dessus, sur le sol offensif de Levy. Il peut se faire renverser, mais faire attention parce que même quand il va être dessous, il peut chercher les clés de cheville après des leg locks. Donc voilà, c'est dangereux, mais je pense que c'est tout à fait à la portée d'un Faresiam qui debout. Voilà, Faresiam très bien préparé, on l'a déjà vu. Je pense que s'il fait une bonne préparation, justement, je pense qu'au niveau il l'aura, sur le grappling, sur le JJB, c'est tout à fait à sa portée. Je dis ça parce que je pense que de toute façon, Mike Davis va chercher le sol, va chercher de toute façon à prendre le dos et à placer une soumission. Ça va être son game plan. Je pense pas qu'il cherche à rester debout contre Faresiam. Surtout que pour moi, ça reste quand même un combattant difficile pour Mike Davis là, de revenir comme ça
plus d'1 an d'absence, puis après il combat, et après contre Nathan Lévy, c'est pas folichon. Il fait une bonne prestation, mais l'adversité n'est pas forcément là. Attendre encore 1 an pour combattre, alors que Faresiam, lui, il combat régulièrement, il est souvent dans l'octogone, au moins 2 combats par an. Il est face à quand même des bons adversaires. Matt Frivola, c'est un ancien top 15 quand même. Je sais pas, je pense que je mettrai pas une pièce sur Mike Davis sur ce combat. Je sais que selon les cotes, Faresiam pas underdog, mais ça me semble un peu... ça me semble pas correct, pas... ou alors il y a vraiment des trucs qui m'échappent sur le contexte de ce match-up. Mais pour moi, Faresiam est un petit niveau au-dessus, qui est sous-estimé, sous-coté sur ces cotes-là. Je dirais peut-être une victoire par KO, mais c'est vraiment à 5-10%. Le reste, c'est, on va dire, 50% décision Ziam. Il reste 35% pour Mike Davis par décision et 5% pour Mike Davis par soumission. Sur une mauvaise appréciation, mais il y a très peu de chances. Vraiment, j'ai l'impression que Ziam, il est vraiment dans son élément. Là, il est dans la zone. Autant qu'il en profite, qu'il arrive jusqu'au top 15 déjà, et puis après on verra, mais pour l'instant je suis vraiment confiant pour lui, au moins pour cette année, c'est sûr, quoi. Et ensuite on aura McKinney contre Hadzovic. McKinney contre Hadzovic en lightweight. C'est rigolo, McKinney, c'est rare qu'il dépasse le premier round. S'il va au deuxième round, ben ça se finit avant la moitié du deuxième. Donc là, si vous avez des paris à faire, allez-y sur moins de 1 round et demi, c'est sûr. On dirait un gosse, McKinney, de Chicago, du Cook County. Bon, c'est... ouais. Ah, ça va être rapide, quoi. Il est pas mauvais, mais enfin, c'est... Il est quand même sensible à certaines... sensible au kick, on va dire. En face, ça va être Hadzovic Damir, 38 ans. Problème de cardio à la fin du deuxième round quand il lutte, mais après c'est normal, enfin j'ai envie de dire son dernier combat en 2022 contre Diakiz, un excellent lutteur, excellent grappleur. Ouais, c'était un combat de grappling, enfin je veux dire Diakiz le mettait au sol et après impossible pour Hadzovic de se relever. Il a l'air comme ça menaçant le Bosniak Bomber, mais bon après dans la cage c'est pas folichon. Diakiz a réussi à le mettre au sol malgré que Hadzovic soit capable de faire de bons sprawls. Mais ouais, c'est le rythme lui enfin, si l'adversaire est trop vif, il est vite dépassé. Sa défense en grappling, elle est basique, je trouve. Debout, il a une garde avec les mains un peu trop hautes, donc ce qui fait qu'il a tout le corps ouvert. Au niveau de sa lutte offensive, les single legs sont ridicules. Attention, parce que par contre, quand il frappe, il est capable de faire mal. Hein. Donc c'est pour ça, là, je vous dis, moins d'1 round et demi, ce sera plié. Hein. Je pense que ça va être plié au premier round. C'est l'un ou l'autre, de toute façon. Soit McKinney qui va être plus vif et qui va faire tomber Hadzovic, soit c'est Hadzovic qui va envoyer une grosse frappe, et voilà. Donc, ouais. Hadzovic, c'est quand même 2022, quoi. C'est-à-dire que j'ai aucune nouvelle depuis. C'est-à-dire que ça fait 2 ans, plus de 2 ans et demi. Je dirais 60% McKinney à victoire dans le premier round. Ou début de deuxième, allez. Mais 40% Hadzovic, qu'est-ce qu'il a fait depuis ? En fait, il a des problèmes de visa. Donc c'est compliqué pour lui de combattre aussi. Donc là, ça se passe en Arabie Saoudite. Donc là, il n'y a pas de problème de visa. Mais voilà, autant passer au combat suivant. Alors a priori, Gaziev contre Peterson sera le combat principal de la carte préliminaire à Riyad. Un combat que j'attends. Mais attention. Gaziev, c'est 3 combats là, c'est quasiment toujours la même chose qu'il propose. Donc là, j'attends pas grand chose de Gaziev, c'est sûr. Peterson en face, par contre, c'est un combattant que j'apprécie. C'est pas un combattant parfait, loin de là. Ce que j'apprécie, c'est le timing avec lequel il va engager ses adversaires. Parfois, c'est maladroit, c'est malheureux, mais quand il le fait au bon moment et comme il faut, ça fait plaisir à voir, tout simplement. Peterson, il est gaucher,
C'est l'ancien champion de la LFA, arrivé au Dana White Contender Series 2023, si je dis pas de bêtises, avec une victoire sur un key lock. C'était vraiment intéressant, ça aussi. Il n'a pas une grande allonge, par contre, il a une petite allonge. Et il a 30 ans. Alors, son arrivée, donc, c'était contre Pogs, on en a parlé déjà. Voilà, déjà, on voit ce style, hein. Un peu pâteau, problème pour gérer la distance. Il va envoyer des frappes au moment où l'adversaire se recompose debout, ça c'est intéressant, il a un bon crochet du droit, des frappes au corps. Il a tendance donc, je dirais, à improviser en fait, c'est ça. Quand je parlais de timing tout à l'heure, il va improviser aussi. Il peut surprendre sur ses timings, que ce soit en takedown ou sur ses assauts. Envoyer quelques blitz à des moments bien choisis. Ça s'est confirmé contre Ousmane, où d'ailleurs il était léger underdog. Il va remporter à la décision. On a commencé à avoir quand même des signes de fatigue. Fin du deuxième round. Faut voir comment il va gérer le rythme. Et ça va être une grosse question d'ailleurs face à Shamil Gaziev. Parce que Shamil Gaziev, c'est toujours la même chose. Vraiment. Alors, on va dire qu'on va prendre le combat contre Rosenstruck pour quiconque voir un peu ce que Gaziev propose dans la cage. Au complet, tout est dans ce combat contre Rosenstruck. Parce que après sa victoire contre Buday, donc premier combat à l'UFC, alors c'est la catégorie des poids lourds, hein. L'UFC a besoin de faire monter des combattants, on l'a vu, parfois pour le mieux, parfois pour le pas mieux. On a vu des combattants comme Despain par exemple. On va essayer de mettre de la hype sur des combattants qui arrivent. C'était le cas de Gaziev, qui est arrivé. Tout de suite, deuxième combat, on le met en main event contre Rosenstruck pour qu'il intègre le top 15. Non, ça passe pas parce qu'on avait déjà des doutes sur son cardio. On voit qu'il est quand même un peu grassouillé, c'est un gros bébé. Et certes, alors il va y avoir sa menace avec son bras arrière, décrocher du droit, attendre ses timings, essayer de chercher les takedowns aussi. Mais le cardio, il tient pas, quoi. Il tient pas, ça décline au fur et à mesure. Ça ne fait que décliner. Il ne revient pas. C'est ce côté un peu massif qui peut effrayer les gens, donc il va essayer de les acculer contre la cage. Une fois qu'ils sont acculés contre la cage, chercher à placer un takedown. Et en fait, au sol, il va surtout travailler sur le ground and pound. Il est redoutable sur son ground and pound. Donc, on sait à quoi s'attendre face à Gaziev. Ça n'a pas empêché de battre quand même Mayes, plus récemment. Ouais. En fait, Gaziev n'a rien proposé de nouveau. Mayes a été mauvais, voilà. Tout a été confirmé sur ce combat. Encore une fois, pareil, c'est de placer son crochet du droit, bras arrière. Arrivé au sol, demi-garde, ground and pound. Gaziev, pas folichon. Peterson, ce qui est intéressant, c'est que déjà, dans ces combats, ça peut être dangereux, hein. C'est un coup de poker. Mais quand il va voir, deuxième round, troisième round, les signes de fatigue chez son adversaire, donc là on le sait en plus, Gaziev, il n'y a pas de suspense, il suffit de voir un combat, donc je pense qu'il va être préparé. On voit les signes de fatigue chez son adversaire, il se dit, moi je suis moins fatigué, donc autant que j'y aille, autant que j'attaque. Donc il va partir à l'assaut, partir en blitz, partir à l'offensive, debout, et il sait que l'adversaire, forcément, le cardio n'étant plus là, la fatigue étant là, va être moins réactif, moins bon sur ses comptes, moins être précis, moins esquiver, moins de responsabilité défensive, moins de chances de parvenir à frapper au niveau de ses attaques. Donc, de toute façon, autant que lui il y aille, vu qu'il sent un peu mieux. Et je trouve ça payant en fait. Je trouve que c'est risqué, c'est comme un coup de poker, mais c'est intéressant à voir, c'est intelligent, même si c'est lui, après ça, il se peut que si ça ne fonctionne pas, qu'il ne finit pas l'adversaire, il ressorte aussi fatigué de son côté. Il va quand même chercher de nouveau, puiser encore de nouveau des forces. Fin de deuxième, troisième round aussi également, pour encore trouver ça, le bon timing, les bons moments pour faire ça. Et ça vient d'un coup en fait, quand il le sent, bam, il se jette. Il se jette dans le bas. Mais moi je trouve que là, Peterson a forcément un coup à jouer, puisque je ne sais par quel miracle Gaziev se retrouve dans le top 15, après sa victoire contre Mayes. Et Peterson, là, il va jouer son entrée dans le top 15 du coup. Et je trouve ça intéressant, là, il y a de l'enjeu. Et on connaît la KT. Et voilà, il va rester, je pense, entre le top 15 et top
8-9, mais pas forcément mieux pour l'instant. Gaziev, je doute vraiment qu'il propose autre chose. C'est vraiment, il est installé dans son style, et malheureusement, je vois pas comment il pourra aller continuer dans l'organisation. Sauf si, effectivement, les adversaires en face, dans cette catégorie-là, dans le ventre mou de la KT, il représente pas grand danger. Donc il se maintient dans le roster, mais c'est pas vraiment beau à voir, quoi. Peterson, par contre, ouais, s'il arrive dans le top 15, ça peut offrir des bons spectacles. Alors bien sûr, il est pas parfait, il y a des erreurs, le cardio il est pas non plus incroyable, faudra faire attention au jab sur ses contre-entrées, mais voilà, donc je pars donc sur un Peterson, bien sûr, pour moi, vainqueur, à 60%, sur une décision. Je pense qu'il va prendre le deuxième, troisième round. Gaziev va vouloir s'imposer au premier round, mais il est un peu coriace, Gaziev, hein, je vois pas comment on pourra le finir. Et Peterson, ça va pas être forcément son style face à un Gaziev, donc ouais, je pense que ce sera une décision 28-29 29-28 pour Peterson. Après, ce sera le retour de Nemov Mohamed à la compétition depuis sa défaite contre Felipe Lima, contre Canofli. On est chez les featherweight et je ne comprends pas trop tout ça, je comprends pas trop. Canofli avait perdu en finale du TUF et je pensais que seuls les gagnants en fait avaient un contrat à l'UFC. Là, Canofli finalement se retrouve encore dans le roster et je ne sais pas non plus pourquoi on le met face à Mohamed Nemov. Alors Mohamed Nemov, certes, la nouvelle sensation tadjik 2023 qui devait faire des ravages. Bon, après avoir battu Mularki et Nathaniel Wood. 2024 plus compliqué puisque certes il gagne contre Eric Silva parce que Eric Silva se blesse en voulant esquiver une frappe, je crois. J'ai pas noté si c'était une frappe ou un takedown, mais enfin bref, il veut faire une esquive. Eric Silva, le pauvre, il se blesse à la jambe. Et après, Nemov se retrouve face au mur Felipe Lima qui intègre l'UFC en short notice justement pour sauver un combat de Nemov. Et Felipe Lima toujours sous-estimé à ce moment-là, champion d'une orga européenne, qui le soumet au troisième round. Donc voilà, fin de hype pour Mohamed Nemov, va falloir se remettre. Et donc on le retrouve cette année contre Canofli. Alors c'est bien pour lui parce que pour rebondir, Canofli, il est un niveau en dessous, voilà, je veux le dire franchement, il y a un niveau d'écart entre les deux. Pas un énorme niveau bien sûr, mais... Et donc moi ce que je comprends pas dans ce matchmaking, c'est bon déjà, Canofli il perd sa finale contre Myron Santos, qui est une ceinture noire de Muay Thai, très très bon combattant, franchement j'aime bien. Mais dans ce cas, pourquoi, si on le garde dans le roster, ne pas le mettre contre un combattant qui est sur 2 défaites consécutives, en bas de tableau, quelque chose comme ça. Là, Nemov n'est pas en si mauvaise posture que ça. C'est pas parce que Felipe Lima, on sait bien qu'il arrive comme une boule de bowling, il va décaniller toutes les quilles de la KT, voilà. C'est pas une mauvaise défaite contre Felipe Lima, même si le combat était plutôt tendu, certes, mais cette erreur fatidique au sol qui lui vaut d'être soumis, quoi. Une défaite au niveau du grappling. Même, voilà, il avait montré de très belles choses quand même, Nemov. On connaît ses wheelie kicks, ses spin kicks. Mais c'est là-dessus, en fait, je crois, qu'Ari Silva se blesse en voulant éviter un spin high kick, quelque chose comme ça. Il était d'ailleurs Nemov sur 6 victoires consécutives quand il a affronté Lima. Bonne combinaison, des bons 1-2. Ses takedowns ne sont pas toujours réussis. Par contre, il maintient bien au sol. Il a vraiment une anglaise très slick. Il attrape les coups de pied adverses. Il tente de garder le centre. En général, il fait une feinte puis il envoie une frappe isolée. Attention à son direct du gauche. Par contre, voilà, il est un peu, on va dire, vulnérable au contre. Il a 30 ans et il est champion du monde de taekwondo. Et en face, Canofli, il envoie quelques calfs, des fois quelques bras arrière, des bons crochets, on va pas se mentir, hein, les crochets là dans les échanges ils sont assez solides.
Alors le problème que j'avais noté de Canofli, c'est que je sais pas pourquoi quand il rentre, il rompt la distance, il va pas frapper tout de suite. Et c'est une espèce de temps de latence là. Il suffit de pas grand chose, hein, mais ça le rend vraiment vulnérable au jab, au front kick, quoi. Tout ce qui permet de dire la distance va être rompue, elle se rompt, hop là, on va remettre à distance. Ouais, quand il se lance en avant, il se rate en général. Je vois pas trop de solutions pour lui là sur ce combat. En plus, il était tombé KO sur un contre. Il y a un écart de niveau entre les deux. Nemov va emporter ce combat, sûrement avec un finish au premier ou deuxième round. Je ne vois pas trop de surprise. Nemov va se relancer donc dans la KT. Canofli va se retrouver, j'espère, au prochain combat contre quelqu'un qui finalement sera comme lui dans une situation de défaites consécutives, et ça sera à qui se maintient dans le roster. Et on aura ensuite chez les poids moyens l'affrontement entre Aliskerov et Muniz. C'est un combat de rebond pour Aliskerov, qui avait une hype autour de lui à son arrivée. 2 victoires avec 2 finishes dans les 2 premières minutes. Ensuite, il va accepter un short notice contre Whittaker en remplacement de Shimaev en main event. Alors ce sera comme pour cette fois, pour cet événement, c'était en Arabie Saoudite. Cette fois-ci, c'est lui qui sait finir dans les 2 minutes. Ça va être un combat de rebond parce qu'effectivement, Muniz n'a pas forcément les armes. Pourtant, il a l'expérience, mais il n'a pas les armes pour battre Aliskerov. Aliskerov, qui a l'excellent grappling, champion de sambo, qui va être difficile à amener au sol, sachant que Muniz, ses amenées au sol, elles sont laborieuses, vraiment, et hasardeuses. Debout, Muniz est vulnérable au direct, aux frappes directes. Là, Aliskerov, il en envoie de belles. On a vu sur ses 2 premiers combats, de toute façon, à l'UFC. Alors, sur 3 combats à l'UFC, ça dépasse pas les 6 minutes, hein, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui vont poser problème à Muniz. Déjà, les genoux d'Aliskerov aussi, il envoie des coups de genoux, donc attention au timing sur les amener au sol. Il choisit ses frappes, Aliskerov, il cherche à avoir de l'impact. Généralement, ce sera des directs. Et une fois qu'il commence à connecter, il va partir assaillir son adversaire. C'est ce qui risque de se passer. Je vois pas beaucoup de chemin pour Muniz. Je pense par contre que cette fois-ci, le combat durera plus de 2 minutes peut-être. Aliskerov, peut-être qu'il aura tiré les leçons et qu'il sera plus... Je ne sais pas, peut-être que ça va entre guillemets l'assagir. Ceci dit, je vois pas vraiment de raison là dans ce match-up qu'il y aille de manière plus mesurée. Muniz, quant à lui, ouais, c'est difficile parce que déjà son dernier combat, je trouve qu'il a volé à la split contre Park, mais ça c'est mon avis, ça peut être serré, on verra. Les avis de chacun. Ouais, son sol, parce que son sol c'est vraiment un gros problème. Il va chercher à amener au sol, on l'a vu donc contre Brendan Allen et contre Park. Mais une fois qu'il est au sol, il se fait quasiment tout le temps renverser, il se fait sweep, ça n'aboutit à rien, quoi. Ça n'aboutit à rien, son sol. Je vois rien. Je vois rien du côté de Muniz pour la victoire. Je verrai... je vois Aliskerov large favori. Un combat de relance. Muniz de son côté, de toute façon, là, il est dans l'entonnoir, il est bloqué, il n'arrive pas à passer le top 15. Bon, Aliskerov, il a pris un pari risqué. Il les mettait même pas dans le top 15 qui allait être jeté contre le numéro 3, Whittaker, mais après, pourquoi pas, voilà, c'est une défaite, c'est pas si grave que ça, et je pense qu'il va vite s'en remettre, surtout que là, il va pas non plus tout de suite taper dans le top 15, vraiment des gros combattants, c'est Muniz, c'est pour se relancer. Pas grand chose de plus à dire. Alors, ouais, c'est un plus de 70% Aliskerov, j'en suis sûr. Maintenant, je pense que ça sera avant la limite, et je verrai bien soit à la fin du premier round, soit dans le deuxième. Je sens qu'Aliskerov va être un peu plus mesuré. Déjà qu'il est mesuré debout, hein, il va pas mettre un gros volume. Peut-être qu'il va pas forcément se jeter sur l'adversaire, peut-être que je ne sais pas. Mais ouais, peut-être fin du premier round. Finish, bon,
KO TKO. À moins que Muniz fasse l'erreur encore de chercher un takedown et Eskirov chercher une soumission, parce qu'il a quand même un excellent grappling. Mais il a quand même ouais, je vais dire, il a du mal à soumettre. Et Muniz, est-ce qu'il pourra vraiment se défendre contre une soumission? Je pense pas. Donc, ouais, TKO ou alors soumission. Ouais, fin du premier round en tout cas. Ensuite, on passe à Saïd Nurmagomedov contre Vinicius Oliveira chez les poids coqs. Combat qui promet d'être assez rigolo. On connaît les deux zozos. Saïd Nurmagomedov avec ses spin back fist et Vinicius Oliveira et ses provocations. Ça risque d'être assez rigolo à voir. Alors, déjà d'entrée, j'ai envie de dire, Nurmagomedov, dans le top 15, je le vois bien. Par contre, dans le top 10, ça peut être un peu chaud. Il y a quelques soucis de son côté. Et Vinicius Oliveira, par contre, je le vois même pas rentrer dans le top 15 pour l'instant, vu ce qu'il a montré jusque-là. Ça sera son 3e combat à l'UFC. Pour l'instant, son parcours... premier combat contre Sopage, soi-disant pépite albanaise. Bon, à partir de la moitié du 2e round, Sopage était plus là et pourtant Vinicius Oliveira a mis un temps fou à finir à trouver un finish. Et après c'était contre Ricky Simon qui est en plein déclin. Et là, on a vu plein de choses qui allaient pas chez Vinicius Oliveira. Ricky Simon a su en profiter à quelques moments, puis après je ne sais pas pourquoi, Ricky Simon absent du combat, vraiment une sous-performance. Donc Oliveira s'en sort bien, là ça sera un combat contre Nurmagomedov qui était dans le top 15, puis là qui est un peu redescendu je crois, dans le classement UFC. Saïd Nurmagomedov de son côté, il n'a pas fait un seul combat l'an dernier. Il y a 3 combats qui ont été annulés, alors je ne sais pas c'est pour quelle raison précisément, peut-être c'est des problèmes de visa, là ça va se passer en Arabie Saoudite donc il n'y aura pas ce problème si c'est ça. Il est dagestanais, il en est à son 9e combat, peut-être 10e je crois à l'UFC depuis 2018 quand il est rentré. 32 ans pour Nurmagomedov, 29 ans pour Oliveira. Des deux côtés, les combattants aiment se tenir à distance de kick. C'est leur distance de toute façon. Au début, Oliveira, on sent qu'il est timide, qu'il a du mal il se cherche en fait en début de combat. Après, il commence à rentrer, alors il rate beaucoup de frappes. Et après, quand ça commence à dérouler, il va dans la provocation. Il a sa seule défense debout, ce sont les esquives, puisqu'il a les bras ballants en fait, il a les bras très très bas. Donc c'est pour ça qu'il se tient à distance. Il n'aime pas vraiment le contact. Et Saïd Nurmagomedov, lui, à distance de kick, parce qu'il envoie pas mal de kicks, c'est vraiment basé sur là-dessus, son jeu debout. Et ensuite, dès que l'adversaire veut envoyer lui aussi des kicks, hop là, spin back fist. Si l'adversaire se penche un peu trop en avant, ça sera le coude dans la gueule. Très vif, très opportuniste, Nurmagomedov. Attention, on l'a vu déjà contre Martinez, il rentre, il met 1, 2 coups de pied, tout de suite takedown, tout de suite je prends le dos, tout de suite j'essaie de te soumettre avec un étranglement arrière. Bon, le point faible dans son sol, on l'a vu contre Martinez, c'est le scramble. Un adversaire qui a un excellent sol comme Martinez, ça peut lui poser problème parce que l'adversaire se relève. Martinez, il avait forcément dans son coin Chris Gutiérrez et d'excellents coachs. Donc Chris Gutiérrez forcément poussé Martinez à envoyer des low kicks. Ce qui était pas mal, ce qui a bien marché quand même. On a vu Nurmagomedov avoir le cardio qui baissait, qui commençait à chuter au 3e round. Suite à cette défaite, du coup, il a dû affronter un prospect comme Gafurov. C'était à Abu Dhabi en 2023. Et là, bon, il en a fait, entre guillemets, qu'une bouchée à partir du moment où l'adversaire a fait une erreur. Gafurov s'est précipité pour un takedown et ça a été la guillotine tout de suite bien verrouillée. Alors que cet étranglement arrière, je trouve que contre Martinez, il ne verrouillait pas très bien. C'est aussi Martinez qui s'en sortait bien, donc à voir s'il a travaillé dessus. Je pense que oui, avec le temps. Il est très vif et il est dur à prévoir, difficile à lire, difficile à attraper. De son côté, Oliveira, par contre, donc on l'a vu contre Simon,
on voit qu'au niveau de ses mouvements de buste, mouvements de tête, après les frappes, genre de choses, il n'y a pas de variété. C'est toujours les mêmes mouvements. Et du coup, Ricky Simon a su trouver les frappes en réponse à certains moments. Et d'autres moments, il ne les a pas envoyés. J'ignore pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de variété. Il s'avère qu'au fur et à mesure du combat, Oliveira peut gagner en confiance et mal gérer les distances. Donc là, il va se prendre pas mal de tout ce qui est jab et je pense les front kicks et les push kicks de Nurmagomedov, qui fait de très bons high kicks aussi, hein, on va pas se mentir, le high kick avec la jambe qui commence à partir, l'adversaire qui se protège, qui dit non, il n'y a pas de frappe, et à se partir la bam, la frappe elle part. Très bien, très intelligent. Vraiment très bon travail sur ses kicks. Je vois vraiment Nurmagomedov l'emporter, sûrement avec un finish. Je pense que ça va faire redescendre ce présomptueux d'Oliveira au niveau de son caractère et se dire bon ok, peut-être travailler un peu ma responsabilité défensive. Sachant que Vinicius Oliveira je crois qu'il a 21-3 en carrière, c'est 3 défaites, c'est 3 KO. Donc peut-être que ça va se passer là-dessus. Surtout au moment où il va vouloir envoyer un kick ou rentrer et faire des assauts tout pourris ou rater en plus. Faut savoir que rater une frappe comme ça lui arrive, il se fait vite punir derrière. Et ça, Nurmagomedov va être fort là-dessus. Finish par KO TKO peut-être du côté de Nurmagomedov, je pourrais pas trop prédire à quel round. De son côté, Saïd Nurmagomedov, une fois qu'il aura affronté donc Gafurov et puis Oliveira, il devra, je pense, se mesurer au top 10. Là, ça va être autre chose, ça va être un peu plus compliqué pour lui. La seule chose qui pourrait sauver Oliveira, encore une fois, ça va être son cardio, comme on l'a vu contre Sopage, c'est-à-dire que si il perd le premier round, il peut remonter, chercher le troisième, et donc ça va être un deuxième round assez serré, s'il ne se fait pas finir avant. Au niveau de la défense au sol, il est très bon, mais pas sûr que ça suffise, encore une fois, contre Nurmagomedov. Ça va être un combat qui va être très intéressant à voir au niveau du kickboxing, et au niveau, effectivement, de l'attitude de chacun. Caractère plus ou moins imprévisible. Oliveira switch beaucoup de posture, gaucher, droitier. Ça va pas, je pense pas que Nurmagomedov soit gêné par ça. Si vraiment d'aventure Saïd Nurmagomedov venait à perdre ce combat, peut-être qu'il prendra un coup au moral, peut-être qu'il sera dans le doute pour la suite, et je pense que c'est pas bon pour lui parce qu'il devrait au contraire il a de bons... Ce qu'il fait, c'est très bien de base. Maintenant, il faut qu'il ajoute d'autres choses, il faut qu'il travaille sur d'autres choses. J'ai pas envie qu'il remette ça en cause. Et Oliveira, s'il gagne, malheureusement, ça sera un top 15 derrière. Et là, il y a peu de chances qu'il s'en sorte. Je vous le dis, il a pas encore le niveau. On peut pas juste se dire je vais esquiver des frappes, me maintenir à distance et croire que ça va passer tout le temps, sachant qu'il y a trop de... Je pense que c'est vraiment ça, ces mouvements quels qu'ils soient, que ce soit au niveau de ses déplacements, ils sont facilement repérables et facilement contrables. Ensuite, on retourne chez les poids lourds avec Pavlovich contre Rozenstruik. Ouais, un combat qui aurait pu être un peu plus attendu. Si Rozenstruik avait fait une meilleure performance face à Tuivasa, faut l'avouer. Là, ouais, Pavlovich, je vois favori de toute façon. Alors quand même, Pavlovich était une terreur, prévu comme backup à l'annonce de Jones contre Miocic. Personne ne voulait l'affronter, sauf une personne, c'était Aspinall. Et Aspinall a eu raison de ne pas avoir peur, puisqu'il a battu. Là-dessus, forcément, le mythe, l'aura Pavlovich, la crainte qu'il inspirait, c'est un peu fissuré. Et ensuite, ça s'est confirmé quand Dana White l'UFC en tout cas, a obligé Pavlovich à affronter son collègue d'entraînement Volkov. Volkov qui ne voulait pas d'ailleurs affronter Pavlovich, il dit ouais, de toute façon il me massacre à chaque fois l'entraînement, j'ai pas envie. Finalement ils se sont battus et Volkov a eu un très bon game plan de ne jamais rester en face en fait de Pavlovich, qui va avancer pour cogner. Ça a fonctionné, ça a payé, Volkov l'emporte à la décision. Et Pavlovich n'a pas pu faire grand chose, il a quand même montré un bon cardio. On sait que Pavlovich a un très bon allonge aussi.
C'est un très très bon combattant. Faut pas sous-estimer, il a un bon KO power, mais c'est vrai que là, sur le coup, il s'est fait avoir par la mobilité de Volkov et par le talent de Aspinal, mais ça, Aspinal, je pense que c'est une défaite qui vieillit bien. Tout le monde sera d'accord. Le problème, c'est que Rozenstruik, il a certes stoppé l'ascension de Gaziev, la fameuse nouvelle terreur des heavyweights à l'UFC. Ils aiment bien faire ça, ils ont promu pas mal de gars comme ça, et puis en fait, ça marche pas, c'est des pétards mouillés. Rozenstruik l'a montré. Très bien. Vraiment un bon combat. Par contre, derrière, quand il faut arriver sur Tuivasa, qui est encore à l'UFC, qui était quoi, 10e à ce moment-là. Oh là là, ça a été beaucoup plus laborieux. Certes, avant le combat, il avait l'air très confiant. Tuivasa, lui, de toute façon, il combattait à domicile. Et là, Rozenstruik, je sais pas s'il avait... Je sais pas, il avait peur ou quoi, après pendant le combat, c'était pas ça, quoi, c'était très timide, il se cherchait un petit peu au premier round. Tuivasa, en plus, il a eu des bons moments sur ce combat, ce qui fait que ça s'est fini en split pour Rozenstruik. Alors certes, le gros débat sur le juge qui a donné les 3 rounds à Tuivasa. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé au premier round? Franchement, c'était un peu... on se cherche très timidement. Et puis après, oui, Rozenstruik prend les 2 suivants, selon moi. Mais Tuivasa a eu ses moments, Rozenstruik lui a laissé avoir ses moments. Sur le dernier round, Rozenstruik prend la dernière moitié du round, mais au début du round, Tuivasa il est présent. Rozenstruik c'est un kickboxer. Il a une grande carrière en kickboxing. J'ai pas le palmarès, mais je sais que c'est un grand kickboxer. C'est le seul combattant du Suriname à l'UFC, ça c'est pour l'anecdote. Rozenstruik qui nous vient de la team ATT. Et bon, j'ai envie de dire, là ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que de toute façon, Rozenstruik il va pas avoir des déplacements latéraux pendant tout le combat. C'est pas du tout son truc. Il reste plutôt ancré. Il est quand même très vif, très réactif. Quand il envoie des frappes, ça peut partir très vite. Mais ça va pas faire tomber Pavlovich. Pavlovich, il va avancer sur lui et puis il va envoyer ce qu'il a envoyé, quoi. Donc il n'y a pas trop, pour moi, de suspense. Je pense que si Rozenstruik a un peu la tremblote face à Tuivasa à domicile, là je vois pas ce qu'il va pouvoir faire contre un Pavlovich qui, après ces 2 défaites, va vouloir vraiment se relancer. Je pense que s'il met son ego de côté, il va travailler là sur ce qui lui manque. Notamment, après, ce qui lui manque, c'est quoi ? C'est empêcher les déplacements adverses, mais là, ce sera pas la peine de travailler là-dessus. Pas de danger sur le grappling. Rozenstruik ne représente pas de danger, a priori, pour Pavlovich. Ouais. Je pense carrément qu'il y aura un KO de Pavlovich à la fin du premier round. Et on arrive au co-main event de cette soirée, avec Sharapudin Magomedov contre Michael Page. Alors, des combattants, je vous l'avoue, que je ne tiens pas en haute estime, mais avec leur style explosif, je pense que ça va faire des étincelles dans la cage, et ça risque d'être un beau combat à voir. Il faut savoir que Michael Page, du coup, monte d'une KT, normalement il combat en welter, et il a 37 ans, alors que Magomedov en a que 30. Donc il y a cet écart-là. Les deux sont assez bondissants sur leurs appuis en général, ce qui fait que, bon, pour les non-initiés, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils se battent dans un trampoline. Non, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas une illusion d'optique. Enfin, si, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-up très particulier, du coup ? Déjà, alors certes, à l'automne dernier, Charaboulette a fait une petite déclaration comme quoi il avait une très bonne lutte et qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de le montrer, et tout ça. Là, je ne pense pas qu'il se mette à lutter contre Michael Page. C'est pas à ce moment-là qu'il va nous montrer ça, même si Yann Gary s'est servi de la lutte pour neutraliser un peu Michael Page. Je pense pas que ce soit le cas de Magomedov ici. Sachant que Michael Page, oui, face à Yann Gary, il n'avait pas un grappling extraordinaire, mais on l'a vu récemment au Polaris montrer quand même de belles choses. Donc ça peut peut-être le neutraliser, mais
Voilà, ce sera pas le cas, je pense. Je pense pas que le Dagestani Magomedov utilise sa lutte maintenant. Par contre, Charboulet a quand même d'autres cordes à son arc, notamment deux très spécifiques. Déjà, il se tient à distance de kick et il kick en permanence. Il envoie beaucoup de kicks, tous les kicks, quels qu'ils soient. Pas vraiment beaucoup de middle dernièrement, mais c'est surtout low kick, push kick, side kick, tout ce qui va être calf kick et les coups de pied intérieurs de la jambe. Ce qui pourrait déranger Michael Page un peu. Et du côté de Michael Page, alors pour la suite, Magomedov, on y reviendra. Il peut... comment ça ? Son plus gros talent, en fait, c'est ce qui a valu pas mal de highlights chez Feu le Bellator. C'était cette rapidité, cette vivacité au niveau de ses frappes. Il se tient très loin. Il va avancer, reculer. Et d'un coup, peut envoyer des frappes, parfois à des moments vraiment plutôt imprévisibles. Et couvrir une longue distance, c'est-à-dire que quand il va faire son entrée pour frapper, ça peut partir de très loin, toucher très vite, et il repart direct. Donc ce in and out à très longue distance peut surprendre a surpris déjà beaucoup de ses adversaires. Et quand il connecte, il peut connecter très fort. De son côté, Magomedov également, quand il connecte très fort, mais bon, il faut le savoir. Mais par contre, je crois que sur son dernier combat, on est à moins de 45% de précision. Il y a vraiment plus de la moitié de ses frappes qui ne touchent pas. Mais par contre, faut pas se faire toucher, ça peut faire très mal jusqu'au KO, quoi. Le même cas pour Michael Page. Du côté de Michael Page, effectivement, on va voir qu'il peut perdre également en précision. Enfin, il est pas toujours très précis, quoi. Il perd en précision au troisième round, mais on le voit quand même rater quelques kicks, notamment pendant tout le combat, en fait. C'est surtout au niveau de ses points qu'après. Mais surtout que Magomedov, il faut savoir qu'il va bien analyser les timings, et ça se voit pas vraiment, en fait. Je sais pas si de l'extérieur ça se voit beaucoup, mais en fait, quand on regarde bien, Magomedov, au fur et à mesure, il analyse très bien les timings et les mouvements de ses adversaires. Son dernier combat est très parlant là-dessus. Et même si auparavant, ce que j'avais noté, c'était encore l'an dernier, tout ça, auparavant, donc avant ces deux derniers combats, certes il était bondissant, il y avait un petit laps de temps très court où il s'ancrait avant de frapper, ou alors il s'ancrait et regardait la réaction de l'adversaire. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, il reste quand même assez bondissant, il a un bon cardio, il faut le savoir aussi debout, même si ça commence un petit peu à chuter fin du deuxième round. Michael Page n'a pas ce problème, lui, par contre, de cardio, je ne l'ai pas vu en tout cas. La deuxième arme, donc, de Magomedov, et qui va être cruciale dans ce combat, c'est, comme j'ai dit, Michael Page, lui, va être très rapide sur ses entrées et ressortir tout de suite, mais là, il faut pas qu'il se loupe, parce que, on l'a vu encore récemment, il est très rapide, Charaboulette, sur ses contres. Il a des contres avec ses crochets, ou avec son crochet gauche, ou avec sa droite. Il peut envoyer... justement, il va travailler sur les deux, mais à des moments différents. C'est-à-dire que sur son dernier combat, ce qui m'a paru vraiment incroyable, c'est que il va tout le temps réagir pendant les 2-3 premières minutes, je ne me rappelle plus précisément, du combat, avec son crochet gauche. Dès que Petrosyan allait rentrer, il réagissait comme ça. Et à un moment, il change, ça va être avec sa droite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Petrosyan s'adapte à ce contre possible de Magomedov, là, il va travailler sur sa droite en direct ou en overhand, en contre tout de suite automatique. Ce qui surprend Petrosyan, mais Petrosyan ne se laisse pas... Comment dire ça ? Ne capitule pas, hein, il continue, ça a duré 2 rounds le combat, donc il a continué. Mais et après, donc, Magomedov va du coup varier. Soit ça va être le crochet gauche, soit ça va être la droite. Ce qui fait qu'il y a 2 menaces possibles en contre quasiment automatique à chaque frappe. Donc difficile de vraiment avoir les mouvements adaptés pour les frappes. Tous les deux avaient des bons échanges de kicks d'ailleurs dans ce combat. Il faut pas se rater par contre au niveau des kicks. Et même si les kicks de Petrosyan, notamment les middle, pouvaient toucher, Magomedov s'en accommode très bien. Je le trouve qu'il est très endurant, très dur à vraiment mettre en branle. Là où Michael Page, on l'a vu déjà louper quelques kicks. Dans ce cas-là, ce que ça vaut, on l'a vu, des réponses directes et le back fist. Le spin back fist qui
qui est signé un peu. Le problème de Michael Page, c'est que lui, il va pas amener beaucoup de volume forcément. C'est plutôt au niveau de l'explosivité. J'ai peur, en fait, dans ce match-up, qu'il aborde encore, qu'on ait encore à faire un combat qui pourrait, alors, dans une moindre mesure, parce que Magomedov, quand même, à distance de kick, il envoie, mais un Michael Page fuyant, qui va choisir les moments où il va rentrer et ressortir, il va se faire poursuivre, c'est pas grave, il s'enfuit, il revient, hop, ne me suis pas, sinon tu t'en prends une et je repars. Comme il avait fait contre Kevin Holland. C'est, à mon avis, de toute façon, la meilleure stratégie. Il faut vraiment juste qu'il ne se fasse pas contrer quand il va rentrer. Ça pourrait lui permettre de s'en sortir, de se rapprocher, j'ai envie de dire, d'un 50-50 au niveau de la prédiction pour le combat, d'avoir peut-être un... Tout ce que je peux dire, moi, de mon côté, ce serait un 40% décision, 60% KO. Ça peut aller dans un sens ou de l'autre. En fait, je ne pense pas vraiment que... En fait, je pense que Magomedov va avoir du mal à toucher Michael Page, comme il a pu le faire encore récemment dans ses derniers combats. Parce que si on reprend encore Petrosian rentrait dans la distance, et Magomedov pouvait envoyer tous ses kicks et ses contres. Michael Page, lui, restera encore à une plus longue distance, je pense, et c'est seulement quand il va rentrer que Magomedov pourra le toucher. Grosso modo, bien sûr, hein, ce sera pas 100% du combat se déroulera pas comme ça. Donc ça va être difficile, si ça va à la décision, je pense, de savoir qui pourrait l'emporter, et ça va être difficile aussi, si ça va au KO, qui va mettre KO l'autre. Je rappelle que Magomedov est quand même invaincu à l'heure actuelle. Je verrai. Je pense que Michael Page est capable de quand même pourrir, entre guillemets, l'explosivité de Magomedov en se mettant vraiment à longue distance. Et à moins qu'il se fasse cueillir sur un contre, sur une de ses entrées. J'ai un très léger avantage pour Michael Page sur cette stratégie-là. Mais je mettrai pas une pièce sur ce combat, c'est sûr. Par contre, ça va être un régal à regarder, je pense, et j'invite tout le monde à y jeter un œil. Et on arrive au main event de cette soirée. Main event que vous connaissez tous, c'est Adesanya contre Imavov. Bien sûr, un main event très attendu. C'est un des plus gros défis, c'est le plus gros défi pour l'instant pour Nassourdine Imavov. De son côté. De l'autre côté, j'ai regardé un peu l'historique d'Adesanya, ça fait quand même quasiment que des combats pour le titre, pour défendre le titre depuis des années, 6 ans à peu près, je crois que c'est en 2018 qu'il enchaîne. Donc le niveau de compétition qu'a eu Adesanya dernièrement, ces dernières années, c'est quand même du très très haut niveau. Alors, le combat, ça va être, je vais pas faire d'analyse technique poussée, vous en allez avoir à droite, à gauche, donc vous allez en souper. Ça sera qui sera le plus slick. Au niveau de l'expérience, bien évidemment, Adesanya, je viens de le dire, avec ce niveau de compétition qu'il a eu depuis des années, a un léger avantage, on va dire. Humour, bien sûr. Ceci dit, le momentum est plutôt du côté de Imavov, parce que depuis qu'il est avec Nicolas Hoth, on l'a vu changer, transformer, à l'aise dans la cage, à l'aise en tout point, vraiment combatif, précis, concentré, déterminé. Ça fait plaisir à voir, c'est son moment. Pour Imavov, ça va être compliqué parce que derrière Adesanya, ce sera du Duplessis. Parce que je dis ça pourquoi ? Parce que je vois bien Imavov être champion de la KT à la fin de l'année. Là, pour l'instant, faut passer à Adesanya. Il a tout à fait ses chances. Adesanya n'est pas du tout, justement, dans le bon momentum, selon moi. Alors certains vont dire, oui, il s'est quand même très bien battu à son dernier combat. On sent qu'il a quand même changé. Moi, c'est vrai que je remonte toujours un peu plus loin, peut-être un peu trop loin, mais quand on avait vu
un été, dire que être sous les projecteurs, voilà, toute l'attention portée sur lui, être champion, tout ça, ça le fatiguait un peu. Il pouvait y avoir 2-3 controverses, à droite à gauche qui le saoulaient. À ce moment-là, c'est Strickland qui l'a affronté. Strickland, lui, qui était comme un poisson dans l'eau, en Australie, à faire son crocodile Dundee venu du Texas. Strickland qui le bat, qui prend la ceinture, Adesanya qui déclare pour troller, dire oui, je reviendrai pas avant 2027. Finalement, il tient la provoque de Duplessis sur l'histoire du champion africain, nanana, et il se fait battre. Alors, est-ce qu'il aurait mieux fait de rester à l'écart quelques temps, encore plus longtemps? Là, il revient encore, sauf qu'il ne revient plus pour un titre, il ne revient plus pour gagner un titre ou pour le défendre. J'ai quand même des doutes sur Adesanya, je comprends que les cotes soient serrées pour moi, ça reste du 50-50 si on regarde d'un côté le palmarès d'Adesanya et l'adversité qu'il a eu jusque-là, l'opposition qu'il a eu, et de l'autre Nassourdine Imavov, qui est certes en pleine ascension, mais est-ce que il aurait le niveau pour la ceinture, tout ça, c'est des questions qui peuvent encore se poser, je comprends. Pour moi, il a le niveau. Pour moi, c'est du 55-45 Nassourdine. Je vais regarder ce combat avec un grand plaisir. J'attends le duo Nicolas Haute, Nassourdine Imavov arriver au sommet. Je pense qu'ils vont le faire, je suis confiant. Voilà qui conclut l'analyse de toute cette carte. Donc ça nous donnerait Abdelwahab en bonne posture, un Bogdangrad contre Alexander, on va avoir des réponses, ça va être un combat intéressant là-dessus. McKinney contre Adzovic, c'est sûr, ça fera pas un round et demi. Alors Bueno Silva contre Jasudavicius, c'était annoncé finalement en bantam, puis alors après ça a changé, c'est en flyweight. Je ne comprends pas trop toute la démarche derrière tout ça. Bueno Silva, après 2 défaites en haut de la KT en bantam, descendrait donc en flyweight pour se refaire... mais je vois pas l'intérêt parce que elle s'est déjà fait démonter par Manon Fiorot qui est actuellement en haut de la KT. Est-ce qu'elle va réussir à faire le cutting et rebondir? Finalement, est-ce qu'il y aura un véritable écart de puissance entre les deux combattantes? Oui, non, peut-être. Bon, je pencherai plutôt sur Jasudavicius, mais je vois pas la démarche de Bueno Silva derrière tout ça. Je sais pas dans quel état d'esprit elle va être. J'ai du mal à croire qu'elle soit dans un bon état d'esprit, quoi qu'il en soit. Ensuite, Bolagioki, donc le Belge, Bolakioji, contre Assel Wadi. Je pense que oui, Assel Wadi a toutes ses chances. Peterson contre Gaziev, j'ai vu les codes, j'ai pas compris. Peut-être que je suis biaisé parce que j'apprécie Peterson et que Gaziev, je trouve un peu unidimensionnel. Je mettrai quand même une pièce sur Peterson. Ziam contre Davis. Alors Ziam contre Davis, moi je pense, alors peut-être que j'ai pas les bonnes infos, mais je pense qu'il va faire encore toute sa prépa en Floride. Donc avec un bon coach en lutte comme Greg Jones, je pense qu'il peut le faire contre Davis. Mais l'info apparemment est contredite, donc je ne suis pas sûr de cette info. Si c'est le cas, s'il fait tout son camp, son entraînement en tout cas, qu'il a beaucoup travaillé au Kill Cliff, ça devrait le faire, mais bon, voilà, surtout sa dernière performance me laisse confiant. Carte principale, Nemov devrait battre Ofli normalement, sans doute. Ikram Aliskerov devrait battre Muniz par KO, je pense. Saïd Nurmagomedov devrait arrêter la hypo derrière Oliveira et après se relancer pour attaquer le top 10. Pavlovic devrait battre Rosenstruck par KO, je pense, dans les 2 premiers rounds. Magomedov contre Page va être très intéressant à voir. Je vois pas de soumission à la clé, mais en tout cas, ça sera un KO ou une décision, ça dépend surtout de Page, je pense, là-dessus. Il y a Adesanya contre Imavov, je suis confiant sur Imavov, c'est un très 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 gros défi pour lui. J'attends de lui vraiment qu'il finisse champion à la fin de l'année. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine carte.